Bonjour, donc rebonjour. Donc deuxième temps de notre journée d'ouverture, la table ronde. Cette table ronde va vous parler d'économie collaborative et elle va être animée par Isabelle Delannoy, fondatrice de Do Green, que j'ai le plaisir de vous présenter. Elle est fondatrice et directrice générale donc, de Do Green Économie Symbiotique, experte en développement durable et modèles durables émergents, conceptrice du modèle de l'économie symbiotique, une synthèse de fonctionnement des modèles économiques générateurs de fortes plus-values écologiques, économiques et sociales. Merci d'avance Isabelle pour cette animation et merci à tous nos intervenants que je te laisse introduire. Je vous remercie, bonjour. Alors, là, on voit bien que notre société est en mutation. On voit bien que les choses changent autour de nous. Et notamment l'arrivée d'Internet et du web dans les années 90, on s'aperçoit que ce n'est pas seulement une technologie, que ça a modifié vraiment nos rapports, ça a modifié notre environnement. Et à partir du moment où ça a modifié notre environnement, finalement, ça a percolé dans nos formes d'organisation et dans nos habitudes, où, avec Internet, on peut se mettre en contact direct les uns avec les autres. On n'a plus forcément de place dédiée, on peut prendre la parole, etc. Et finalement, ça a fait émerger des modes sociaux qui sont collaboratifs, qui sont en mise en relation directe et qui changent au fur et à mesure notre société, notre façon de travailler. Cette économie collaborative, est-ce qu'elle est l'ennemi ou l'allié de l'entreprise traditionnelle? Est-ce qu'elle détruit ou est-ce qu'elle crée de la valeur dans un modèle économique qui est ou non en rupture? Ces questions, c'est cet éclairage qu'on va essayer d'aborder aujourd'hui pour ouvrir l'ensemble de la semaine de la biennale à destination des entreprises. Alors pour nous accompagner, Marie-Christine Dubroca-Cortési, qui est directeur régionale adjointe du Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes. Monsieur Lionel Cellier, qui est membre de l'Association nationale des directeurs de ressources humaines et qui est directeur lui-même des RH, responsable qualité, santé, environnement de l'entreprise Bayard Tube et Carton. Monsieur Éric Gex-Collet, directeur général de OVI MCD et OVI MCD Mutuel. Monsieur Alain Iribarne, qui est sociologue du travail, directeur de recherche au CNRS et président du conseil scientifique d'Actineo, Observatoire de la qualité de vie au bureau. Monsieur Hervé Lanouzière, qui est directeur général de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de vie au travail. Je vous remercie d'être présent. Alors, pardon, il faut que j'allais directement aller à mon siège. On va vous demander votre avis sur des petites questions. Et pour cela, vous pouvez vous connecter sur menti.com, menti.com, comme vous voyez sur l'écran, et vous répondre à quelques questions qui vous sont posées. L'idée, c'est que sur la qualité de vie au travail, l'important sur la performance, et l'idée, c'est on aura les résultats à la fin de cette session, après que vous ayez entendu, écouté le débat que nous allons mener, savoir votre perception de la qualité de vie au travail et la performance en entreprise. Vous avez donc un code, si on peut revenir sur la diapo précédente, pour vous connecter. Donc, vous connaissez menti.com avec le code 70 26 68. C'est simple et vous pouvez répondre aux questions qui vous sont posées si vous en avez envie seulement. Voilà, merci. Alors, est-ce qu'il marche? Oui. Alors, Monsieur Lanouzière,
On va commencer avec vous pour introduire cette table ronde. Et vous êtes donc directeur général de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de vie au travail. Et dans cette mutation qui nous semble voir arriver, on parlait d'ubérisation, on parlait d'économie collaborative. Eh bien, quels sont pour vous les enjeux de la qualité de vie au travail au regard de ces mutations du travail et notamment de la question numérique? Alors, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, je ne suis pas un spécialiste de l'économie collaborative, mais en revanche, effectivement, à l'ANACT, nous sommes des spécialistes du travail, et particulièrement du travail dans les contextes de mutation, puisque l'ANACT est né dans un contexte de forte mutation en 1973. On a un peu le sentiment aujourd'hui, d'ailleurs, d'être dans un contexte au moins autant en mutation qu'à l'époque. Je rappelle juste aussi que l'ANACT, c'est une agence de l'État. Vous avez dit pour les conditions de vie au travail. Alors, nous n'avons pas le vie au travail, c'est conditions du travail. Mais non, mais c'est intéressant, c'est un lapsus qui est intéressant parce que justement, nous faisons un peu la différence entre qualité du travail, qualité de vie au travail, mais on pourra en reparler. Mais c'est une agence de l'État, effectivement, qui est gérée paritairement. Donc ça veut dire qu'il y a l'État, mais il y a les partenaires sociaux à parité dans le conseil d'administration et on s'appuie sur des associations sur tout le territoire national. Notre siège est à Lyon. C'est pour ça qu'on est particulièrement heureux d'être à vos côtés aujourd'hui. On est tout à côté. Et nous sommes un peu le laboratoire d'innovation sociale du ministère du Travail. C'était important d'avoir ça à l'esprit. C'est-à-dire que nous, ce qui nous intéresse, c'était toujours un peu en avance de phase sur les mutations du travail, sur la manière dont les transformations s'opèrent dans les entreprises et la manière dont elles peuvent s'opérer, si possible, au profit effectivement, de tout le monde. Et la question que vous avez posée, elle est au cœur effectivement des sujets. Je vois que tout le monde répond spontanément, oui, 100% des gens répondent spontanément qu'il y a un lien. Bon, ça peut être assez vite incantatoire, je pense que ça se démontre et que ce n'est pas tout à fait encore démontré. Donc moi, ce que je propose en introduction, c'est peut-être effectivement de vous dire comment, à travers quelle grille de lecture, à l'ANACT, nous observons systématiquement les situations dont nous nous saisissons, et en particulier celle d'aujourd'hui, qui est la transition numérique, la transformation numérique du travail. On a une grille de lecture et puis, évidemment, on la met en débat et on est prêt à la confronter. Juste avant de reprendre cette grille de lecture, je commence juste par une anecdote qui, je trouve, finalement, va bien avec tout ce qui s'est dit depuis le démarrage. C'est un fait en baptîme d'un salarié dans une entreprise que nous avons, avec qui nous avons l'occasion de travailler, qui a introduit un logiciel, un interface client dans son entreprise, c'est un établissement bancaire. Et quand on interroge la personne sur sa qualité de vie au travail et sur la manière dont finalement cette nouvelle interface qui est censée améliorer les conditions, en tous les cas des clients, quand on lui demande ce que ça produit sur sa qualité de travail, la personne dit spontanément « Je me suis longtemps demandé si ce n'était pas des psychopathes qui avaient conçu notre interface client. Pour un accès aux écrans utiles, ça peut demander jusqu'à 20 minutes. » Alors, c'est une anecdote et c'est complètement... on considérait que ça n'a pas beaucoup d'importance et en même temps c'est extrêmement révélateur de la grille de lecture que je vais essayer d'évoquer maintenant, à savoir qu'aujourd'hui la transition numérique elle se fait essentiellement, vous avez parlé beaucoup d'expérience, on a parlé beaucoup d'expérience client depuis tout à l'heure, on parle de plus en plus aujourd'hui d'expérience salariée, on voit bien que quand on dit il y a un lien évident entre performance pour l'entreprise et performance et qualité de vie au travail, c'est pas si évident que ça parce que ce que nous dit ce salarié c'est que grosso modo lorsqu'on introduit une innovation à destination pour rendre l'entreprise plus compétitive et pour rendre le client plus satisfait, si on n'a pas pensé le travail en amont, si on n'a pas intégré les conditions de travail très en amont et peut-être effectivement lors du design du travail, il y a des chances pour qu'on crée des irritants et surtout pour que ça se traduise in fine par une moindre performance de l'entreprise. C'est comme ça qu'on reboucle, à mon avis, la boucle. C'est bien évidemment ce salarié qui dit ça. Il est en train effectivement de démontrer que ces mauvaises conditions de travail ont aussi un effet négatif sur la clientèle et peuvent à un moment donné jouer contre la performance de l'entreprise. Je suis censé avoir une interface client extrêmement efficace lorsque des clients viennent me voir pour leur faire des offres de prêt et puis j'ai effectivement une interface qui m'empêche de travailler. Un salarié qui ne travaille pas dans de bonnes conditions, on peut imaginer que le client au bout du compte n'est pas satisfait et on peut imaginer aussi ce que ça fait en termes de performance. C'est une anecdote, mais ça permet juste de faire le lien peut-être effectivement de manière un peu plus explicite entre cette performance et la qualité de vie au travail. Je reviens à ma grille de lecture. Du coup, à partir de cette grille, si je monte en généralité, nous considérons, nous, aujourd'hui, que les transformations du travail qui sont à l'œuvre, et elles sont indéniables, elles sont extrêmement importantes, elles ont toujours existé, mais celles que nous vivons en ce moment, elles résultent d'une mise en tension très très forte, des évolutions qui sont issues de 3 niveaux d'exigence différents, que je vais rapidement citer, puis je donnerai un exemple de ça, puis je m'arrêterai là. Mais 3 évolutions très très fortes, de 3 niveaux d'exigence différents, qui sont tous d'ailleurs très légitimes d'où ils sont, et qui se percutent très très fort,
et qui perfute parfois d'ailleurs les régulations antérieures, celles sur lesquelles notre modèle social d'ailleurs a été construit, ce qui peut expliquer aujourd'hui pourquoi il n'y a pas immédiatement toujours évidence entre, encore une fois, qualité de vie au travail et transformation. Première forte évolution, eh bien, nous constatons aujourd'hui qu'il y a des évolutions, alors je vais dire des banalités d'une certaine manière, mais encore une fois, l'idée c'est les exigences du marché. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les exigences du marché, quand je parle des exigences du marché, je parle des exigences du client ou de l'usager lorsqu'on est dans les services publics, sont en train d'évoluer et évoluent de manière très très forte. Alors, je donnerai un exemple, une illustration de cela très très claire. Je ne vais pas rentrer dans les poncifs, dans les lieux communs, mais il est indéniable qu'aujourd'hui, bien évidemment, les entreprises sont obligées de faire face aux évolutions des attentes des clients, ne serait-ce que le fait d'avoir des produits très très rapidement, d'avoir une réponse en termes de services presque instantanée et d'avoir des produits très très individualisés. Ça veut dire qu'en deuxième temps, vous avez un deuxième niveau d'exigence très très fort qui est percuté, c'est les exigences des organisations socioproductives des entreprises. Quand il faut répondre immédiatement à un service ou un produit demandé par le client et un produit et un service très très individualisé, il faut bien évidemment modifier son organisation socioproductive, c'est-à-dire de beaucoup d'entreprises qui sont calées effectivement sur des dispositifs classiques, et tout notre code du travail est construit autour de ça, horaire collectif de travail, 8h, midi, 14h, 18h, on travaille du lundi au vendredi, etc. Je donnerai un exemple qui montre à quel point cette organisation, quand les clients demandent autre chose, est totalement percutée et qu'évidemment l'entreprise est obligée de s'adapter à ces évolutions d'organisation, sauf effectivement à prendre un risque économique extrêmement important. Et puis un troisième niveau d'exigence, une troisième très forte évolution, c'est les exigences des salariés. Les exigences des salariés qui, eux aussi, ont des attentes différentes, soit d'un point de vue collectif d'ailleurs, soit d'un point de vue, on va dire, sociétal, soit d'un point de vue individuel. Alors là aussi, ça peut être quelque poncif, mais quand même, quand on parle d'articulation vie privée, vie professionnelle aujourd'hui, c'est une réalité. Il y a de plus en plus dans les entreprises, des populations aussi qui ont évolué dans leurs caractéristiques, de plus en plus de personnes qui sont, par exemple, en situation monoparentale, avec des enfants à charge, pour qui ça implique évidemment des obligations particulières d'articulation vie privée, vie professionnelle, avec derrière des exigences de travail, par exemple de télétravail, par exemple d'aménagement d'horaires de travail, des rapports au travail aussi qui sont différents. Donc ces trois tensions, vous le voyez bien, ces trois niveaux d'exigence qui évoluent simultanément, pas forcément dans le même sens, eh bien ils se percutent, et tout ce qu'on l'on dit en ce moment sur les transformations et les mutations du travail nous amène à réfléchir sur la manière dont on peut retrouver un équilibre qui réponde à ça. Et je donnerai juste un exemple avant de terminer. Prenons l'exemple, pour illustrer ce que je viens de dire, de la vente par correspondance. La vente à distance, la vente par correspondance. Si vous prenez, alors je vais essayer de ne pas citer, je fais toujours des gaffes, donc je vais essayer de ne pas citer le nom des entreprises, mais vous allez les reconnaître immédiatement. Une entreprise qui fait de la vente par correspondance depuis 50 ans sur catalogue et qui sort 2 catalogues par an, un catalogue avec une collection hiver et une collection été, avec des personnes qui vont recevoir leur catalogue et qui vont choisir, qui vont commander leurs produits, qui vont le recevoir, qui vont les faire par courrier et qui vont être livrés 3 semaines, 6 semaines, 8 semaines après. Il est clair qu'aujourd'hui, elle est confrontée à des gens qui vont chercher sur Internet des produits le dimanche, qui les reçoivent le lundi. Et que l'entreprise qui ne se cale pas effectivement sur cette exigence nouvelle des clients a aucune chance de perdurer économiquement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des entreprises qui font de la vente par correspondance, changent 8 fois de collection par an. Peut-être que certains d'entre nous l'ont fait encore dimanche dernier. Hier, on peut commander le dimanche, on peut être livré le lundi, ce qui veut dire que bien évidemment, en face, il y a des organisations socioproductives dans les entreprises qui se sont complètement métamorphosées ou qui doivent se métamorphoser, et vous avez des salariés qui bien évidemment sont percutés, puisqu'il faut qu'il y ait des gens qui aillent faire du picking dans les ateliers le dimanche, il faut qu'il y ait des camions et des véhicules qui se déplacent le week-end et qui arrivent le lundi chez vous, etc. etc. Et vous voyez bien d'ailleurs qu'y compris les salariés sont parfois des clients. En plus, il y a de la contradiction dans tout ça, c'est-à-dire certains d'entre nous sont des salariés, enfin nous sommes tous quasiment des salariés, nous n'avons pas forcément envie de travailler le dimanche, mais n'empêche que nous sommes prêts à commander le dimanche, etc. Donc on a toutes ces contradictions-là à gérer, et je voulais juste poser ça en démarrage. On reviendra, j'imagine, dans le cours du débat sur nous, en plus, la lecture plus particulière que l'on fait sur les transitions numériques, parce que le numérique est un accélérateur de tout ça. C'est-à-dire le numérique rend beaucoup plus rapide des transformations qui étaient de toute façon à l'œuvre, avec évidemment un enjeu pour nous qui est de faire en sorte qu'on injecte de la qualité de vie au travail dans ces transformations, parce que ça a été très bien dit tout à l'heure, M. Tokarski l'a dit tout à l'heure, il ne peut pas y avoir d'un côté un progrès économique et un progrès social, les deux doivent aller de pair, mais quand même, vous voyez bien que quand on pose l'équation de la manière dont je viens de le poser, il faut penser les trois simultanément, sinon il y a de fortes chances pour qu'on agisse très très fort en direction du client. C'est ce qui s'est passé avec mon anecdote de tout à l'heure. Je fais un logiciel en pensant au client et en pensant à la manière dont je vais designer mon produit pour que le client il ait des réponses rapides. Si je ne pense pas à la manière dont ça va impacter le travail du salarié, si je ne le design pas avec lui, il y a de fortes chances pour que j'ai des chocs en retour assez désagréables. Voilà ce que je voulais dire en introduction.
pense que Lionel Sillier, c'est justement, je crois, le message que vous souhaitez donner, parce que vous êtes directeur des ressources humaines, vous êtes membre de l'Association nationale des directeurs de ressources humaines, et finalement, cette mutation au travail, c'est des questions humaines très, très concrètes et qui se vivent tous les jours et qui se vivent dans la vie des salariés et dans la vie de l'entreprise aussi. Est-ce que vous pourriez nous parler justement comment vous avez cette approche? Vous parlez de management bienveillant. Oui, donc tout à fait. En fait, moi, je rejoins assez l'exemple qui a été donné. On a eu un exemple assez similaire dans notre entreprise. On a mis en place la gestion électronique des documents. Donc typiquement, pour faire un parallèle avec le côté collaboratif, c'est qu'en amont, pour le coup, on a cassé cette structure hiérarchique où la décision vient du patron qui dit « bon, bah, stop, on arrête le papier ». Il y a un effet de mode qui dit « faut passer à ce logiciel ». Au contraire, on a plutôt essayé de se dire finalement l'utilisateur qui sera nécessairement le plus réticent dès le départ, avant même qu'on ait commencé à évoquer le projet, on va l'impliquer dans le projet. Et je pense que non seulement c'est nécessaire, c'est la condition sine qua non pour avoir un résultat à la hauteur de nos espérances, mais c'est aussi et surtout l'ouverture vers des idées nouvelles qu'on n'avait pas eues au départ à la conception du projet. Et finalement, non seulement on avait un but recherché, mais on finit avec 5 ou 6 objectifs beaucoup plus intéressants que ce qu'on avait commencé à évoquer. Donc voilà, ce côté collaboratif, c'est effectivement mettre les gens autour de la table. Il y a plusieurs... pour moi, la rupture, le changement de paradigme vient de plusieurs aspects. Le premier, c'est qu'on a moins cette notion de hiérarchie, avec le patron, son comité de direction, l'encadrement intermédiaire, le salarié, mais plutôt un raisonnement maintenant collaboratif, projet. Je pense qu'on arrive à mettre des gens autour d'une table. Pareil, on a fait un investissement d'une grosse machine. À un moment donné, vous vous retrouvez avec le contrôleur de gestion, avec un financier, avec le RH, parce qu'il va bien falloir prévoir les nouvelles compétences qu'il va nous falloir. Est-ce qu'on a les ressources qu'il faut? Vous vous retrouvez avec les futurs utilisateurs. Est-ce qu'ils ont bien compris l'intégration, comment ça va se passer, la maintenance, etc. Donc, on se retrouve avec finalement tous les services qui sont impliqués dedans. Arriver à mettre un peu du sens à tout ça, arriver à faire en sorte que chacun ait l'occasion d'exprimer ses différentes craintes et qu'est-ce qui pourrait être bloquant pour le projet. Je pense que c'est la principale transformation qu'on a observée aujourd'hui. Le fait est aussi qu'on a un changement générationnel. Je pense qu'il y a eu une génération précédente où, encore une fois, il y a cette notion de hiérarchie et d'une information descendante, avec aujourd'hui une génération Y. Alors je ne me permettrai même pas de parler de la génération Z, j'en fais déjà plus partie, mais avec une génération qui est en recherche de légitimité, en recherche de confiance, une génération que si elle n'a pas été impliquée, Dieu sait qu'elle va être révolutionnaire. Donc vraiment, voilà, avoir un niveau d'implication qui soit global. Après, au niveau des salariés, bon, je pense effectivement, je ne sais pas si on va afficher les résultats à la fin, mais si quelqu'un a dit qu'améliorer la qualité de vie au travail nuit à la performance de l'entreprise, je serais quand même bluffé. Mais on a à ce niveau-là une recherche à notre niveau en tant qu'RH. Je vais essayer modestement de me faire représentant de cette belle association qu'est l'NDRH. On a cette recherche, nous, de qu'est-ce qu'on met derrière la qualité de vie au travail. On a le salarié en tant que salarié de l'entreprise. Donc voilà, il va falloir essayer de travailler sur ses conditions de travail au jour le jour. Ça, on le fait depuis, je pense, quelques années. Mais ce qui est plus récent, effectivement, c'est toute cette notion de prise en compte de si le salarié vient avec un certain bien-être individuel, il va être d'autant plus performant dans son travail. On a parlé des familles recomposées. Bon, sans être une famille recomposée, quand j'ai un salarié, son épouse est infirmière, il n'a pas la moindre idée de à quelle heure elle va travailler le lendemain. Donc le fait, nous, on a mis en place une crèche interentreprise avec d'autres entreprises du coin. Voilà, il y a ce côté apporter des services. On parle de conciergerie. Bon, c'est pareil, les conciergeries d'entreprise, c'est quelque chose dont on parle beaucoup, mais qui, aujourd'hui, concrètement, est difficile à mettre en place. Ça suppose, il y a des centrales d'achat aussi, où les entreprises commencent à se rassembler, et puis finalement, sans même vraiment se connaître, arrivent à faire quelque chose ensemble et à obtenir des résultats, une meilleure performance ensemble.
Donc ça, c'est vraiment un aspect important dans le collaboratif. Et le pendant, je dirais, c'est qu'au sein d'une entreprise, on a constaté une évolution où on est passé des bureaux, je vais essayer de faire un peu de design, mais avec toute l'humilité qui est la mienne, on a constaté qu'on est passé de bureaux individuels, vraiment très cloisonnés, à des bureaux, les fameux open space, très ouverts. Bon, le constat, pour moi, ça n'engage que moi, c'est que ces open space, ils sont effectivement ouverts, vous vous retrouvez 4-6 personnes dans une même pièce, mais finalement, ces gens-là n'ont jamais aussi peu communiqué. Et vous vous retrouvez à faire des mails à votre voisin d'en face en mettant en copie la terre entière. Donc c'est là toute la difficulté, c'est qu'au fur et à mesure qu'on a développé ces outils de communication, je pense qu'on a perdu cette notion un peu de relation, qu'on est en train d'essayer de rechercher, et c'est là l'objet de notre fonction. Aujourd'hui, les ressources humaines, c'est d'apporter, d'ailleurs avant c'était les responsables du personnel, puis les responsables ressources humaines, aujourd'hui on parle des responsables de la relation humaine, on parle de la sécurité, du côté responsabilité sociétale. Bon, voilà, on évolue vers ce principe-là, accompagner ces nouvelles relations humaines. Donc, passer d'une notion, on a développé les outils de communication, très bien, ça c'est une bonne chose, mais essayer aussi d'apporter cette nouvelle logique où des gens qui sont dans une salle autour d'un café ne sont pas en pause, en train de, pardonnez-moi, mais de glander, quoi, de perdre leur temps, mais au contraire de créer des espaces où les gens vont se rencontrer, échanger, et puis apporter des idées nouvelles, insoupçonnées, quoi. Oui, merci. Marie-Christine Dubrocage, justement, ce qu'on entend là, c'est on a l'impression de l'individu un peu atomisé et qui doit se débrouiller dans une société qui est de moins en moins organisée. D'un autre côté, finalement, des entreprises qui se connaissent peu et qui arrivent à faire des choses mieux ensemble. À Pôle emploi, vous accompagnez cette évolution comment, vous qui justement êtes à la fois auprès des entreprises et à la fois auprès des demandeurs d'emploi? Quel constat vous faites? Alors, je vais peut-être, je vais commencer par ce qui est le cœur de Pôle emploi, qui est effectivement satisfaire les besoins des demandeurs d'emploi et des entreprises, mais je finirai aussi sur Pôle emploi entreprise, parce que nous sommes aussi une entreprise qui est confrontée aux mêmes difficultés. Nous avons commencé d'abord à faire évoluer notre offre de service, puisque nous sommes, je pense, un des meilleurs observatoires du marché à l'heure actuelle du travail. Et nous avons bien vu que les modes de vie évoluaient, que les typologies de contrats évoluaient, ne serait-ce que pour des raisons économiques, et qu'à côté de ça, nous ne pouvions pas continuer à offrir une offre de service qui était une offre de service, disons-le quand même, il y a quelques années, assez administrative. Vous veniez vous inscrire, on vous indemnisait si vous aviez effectivement des droits à valoir, on vous accompagnait, mais ça restait tout de même assez administratif. Donc nous avons fait évoluer notre offre de service avec la volonté, qui est une volonté vraiment qui est portée par un comité de direction nationale, de ne pas rater ce qu'on a appelé le virage du numérique, qui peut paraître un peu la tarte à la crème, mais qui est quand même ce qui a été l'aiguillon de notre démarche. Et nous avons mis à disposition des demandeurs d'emploi un certain nombre d'outils dits dématérialisés, en prenant en compte le fait qu'il n'y avait pas de réelle valeur ajoutée à systématiquement se déplacer dans un site Pôle emploi, à venir faire la queue, à attendre, à avoir parfois effectivement en face de soi un conseiller qui est soumis au diktat de la machine et qui râle parce qu'il y a un psychopathe qui a installé une nouvelle interface et ça ne fonctionne pas bien. Donc nous avons mis une palette de services à disposition des demandeurs d'emploi qui sont accessibles 24 heures sur 24, c'est-à-dire que si quelqu'un à 22 heures a envie de se connecter, il se connecte. Nous sommes partis du principe aussi qu'aujourd'hui, un salarié quel qu'il soit, il doit acquérir de nouvelles compétences quasiment tout au long de sa vie. Il doit se former, il doit s'informer, il doit faire preuve de curiosité. Donc c'est pour ça aussi que tous les services en ligne sont très importants parce que on n'a pas toujours le temps, on n'est pas toujours dans des contraintes temporelles qui permettent effectivement de répondre à des contraintes de rendez-vous, alors que chez soi, tranquillement, avec une simple tablette, on peut accéder à l'ensemble des services de Pôle emploi.
Pour les employeurs, on a fait le même constat, c'est-à-dire qu'un employeur aujourd'hui, son principal enjeu, c'est effectivement le développement de son entreprise. Il n'y a pas forcément de temps à nous consacrer en termes de rendez-vous, en termes de disponibilité, même si effectivement les entreprises recrutent. Donc là aussi pareil, nous avons fait évoluer nos outils. Nos outils sont accessibles 24 heures sur 24. Je peux dire que le dépôt d'offres en ligne est relativement simple à faire quand on est employeur. Nous garantissons par des systèmes sécurisés que les offres seront effectivement traitées, qu'elles seront d'abord validées en termes de critères de non-discrimination, d'objectivité, mais surtout nous garantissons à l'employeur que sous 72 heures, nous lui fournirons un certain nombre de profils. Et au-delà de ça, l'employeur peut, sans même un contact avec Pôle emploi, accéder à ce qu'on appelle une banque de CV qui lui indique le nombre de profils qui sont disponibles dans la compétence qu'il recherche. Donc, par rapport à ça, nous avons aussi considéré qu'il fallait nous adapter à des rythmes de vie. On peut faire des salons en ligne, c'est-à-dire que quand on est employeur, qu'on veut faire des recrutements en masse, on peut tout à fait nous demander d'installer un salon en ligne qui évite de se déplacer, qui évite de mobiliser une salle, qui évite un investissement financier, mais qui permet quand même que des salariés rencontrent leur futur employeur et vice-versa. Nous offrons aussi ce que nous appelons des web dating, qui sont des créneaux de rencontres salariés-employeurs. Il suffit simplement de se mettre d'accord sur le jour et l'heure. Et par l'intermédiaire d'une webcam et d'un PC, on peut très bien rencontrer son futur salarié ou son futur employeur. Ce qui est important pour nous, c'est de décloisonner tout ce qui existait jusqu'à maintenant, puisqu'on voit bien que de nouvelles formes de travail évoluent, qu'elles apparaissent, qu'aujourd'hui, alors je parle sous le regard d'employeur, mais majoritairement quand on recrute, ce n'est pas forcément le diplôme qu'on va regarder. Ce qu'on veut savoir, c'est si effectivement la personne va s'adapter dans l'entreprise, va s'adapter à l'équipe de travail dans laquelle elle va être intégrée, va s'intégrer aussi aux évolutions de l'entreprise. Et ça, force est de constater que ça ne se détecte pas en 10 minutes. Donc c'est pour ça que nous proposons une méthode de recrutement par habileté qui s'exonère des questions de diplôme, mais qui permet de donner, avec une projection assez efficace, les capacités et aptitudes d'un futur salarié à s'intégrer dans une entreprise et sur un poste de travail. Donc je vais rejoindre ce que vous évoquiez là. La révolution digitale, on l'a faite aussi nous en tant qu'entreprise. On rentre à Pôle emploi, je vais le dire un peu simplement, Pôle emploi c'est un service public. Donc un service public, généralement on ne le quitte pas, on y reste. Et on a l'impression que la vie est immuable et que voilà, les choses vont continuer comme ça. Le virage numérique, il ne s'est pas fait simplement, je ne vais pas raconter d'histoire. Pôle emploi, c'est 58 000 salariés. On est comme toute entreprise, on a un pourcentage de gens qu'il faut canaliser, qu'il faut calmer parce qu'ils sont toujours à l'affût du nouveau truc qui sort. Et on a aussi un pourcentage de salariés qui ont eu des difficultés pour prendre ce virage numérique. Alors moi, je suis assez réfractaire aux notions de génération, peut-être dû à mon âge, je n'en sais rien. Donc ces salariés, il a fallu les accompagner. Et là, on a été confronté effectivement aux mêmes difficultés que tous les employeurs qui doivent faire évoluer leurs salariés. Et on a rejoint, en termes de questionnement, le questionnement aussi d'autres entreprises. C'est-à-dire qu'on s'est associé à des entreprises. On a essayé de réfléchir sur comment faire évoluer nos salariés. Et surtout, ce qu'on a essayé de faire, c'est de ne pas effectivement se retrouver avec des psychopathes qui interviennent sur ces interfaces. Je m'explique. On peut très bien décider à la place de quelqu'un d'autre de ce qui est bon pour lui. Et ça, Pôle emploi s'y refuse. On ne détient pas un savoir, on détient des connaissances, on détient des techniques, on a des aptitudes, on a des idées, mais on ne peut pas penser à la place de nos clients. Ça, c'est absolument impossible dans le monde actuel. Donc, on a associé des demandeurs d'emploi et des employeurs à l'évolution de notre offre de service. On les a fait participer aux évolutions, on leur a fait tester les évolutions, on a éliminé certaines choses qu'en interne, nous trouvions géniales.
Et quand les utilisateurs les ont testés, ils nous ont dit non, alors ça, c'est pas possible, c'est même pas envisageable, n'envisagez même pas ça. Et je crois que c'est important quand on est sur effectivement le thème de la journée, le design, l'évolution, le digital, la numérisation, l'ubérisation. Je crois qu'on est là pour satisfaire et répondre à des besoins, mais il faut associer les personnes. Et c'est là que je reviens à ce qui est aussi le cœur de nos métiers aux uns aux autres. On pourra digitaliser tout ce qu'on voudra. Si on ne maintient pas la relation humaine, ça ne fonctionnera pas. Ça veut dire aussi qu'il faut avoir le courage de s'entendre dire par des utilisateurs que l'investissement qu'on a fait n'est pas le bon. Que, effectivement, ce qu'on a décidé en termes d'offre service, ça ne fonctionne pas, ça ne correspond pas aux réalités du marché. C'est pour ça que nous fonctionnons au travers d'expérimentations, au travers de pilotes, c'est-à-dire que nous testons sur un certain nombre de nos sites. Si ça fonctionne, on déploie. Si ça ne fonctionne pas, en interne, on appelle ça, on KOise l'idée. Elle ne marche plus, on n'entend plus parler. Et je crois que je voudrais insister là-dessus parce qu'on parle beaucoup d'ubérisation, on parle beaucoup d'interface digitale, etc. Mais ce qui fait quand même la richesse des entreprises, quelles qu'elles soient, ce sont quand même les êtres humains qui sont salariés de ces entreprises. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Et je rejoins ce que vous disiez, là, envoyer des mails à la terre entière alors qu'il suffit de traverser un couloir. Je pense que passer la première étape de l'excitation, de la découverte, tout ce qu'on peut faire avec les liens dématérialisés, on voit bien aujourd'hui que les entreprises ne survivront que si elles s'appuient aussi sur la richesse humaine qu'elles ont en interne. Et ça, si j'ai un seul message à passer dans cette assemblée, c'est celui-là. Que ce soit pour nous d'ailleurs, ou des entreprises industrielles. Et je vais faire une petite publicité, même si on ne peut pas la faire. Je vous recommande de lire une BD qui s'appelle « Les entreprises libérées ». Oui, et vous verrez qu'il y a des entreprises qui font des choses extraordinaires en France. Et je vais terminer là-dessus parce que j'en ai un peu marre du bashing systématique, de la morosité, du pessimisme. Alors je voudrais dire que oui, il y a des entreprises qui fonctionnent en France, oui, il y a des recrutements, oui, il y a des salariés qui retrouvent le chemin de l'emploi tous les matins, il y a des employeurs qui trouvent leurs salariés tous les jours, et je crois qu'il faut y croire un peu dans la période actuelle. Merci. Justement, avec un peu de recul, si on regarde un peu les choses de plus haut, Alain Iribarne, vous êtes sociologue, vous êtes président du conseil scientifique de l'Observatoire de la qualité de vie au bureau. Comment vous voyez ça peut-être dans ces tendances plus de long terme, plus globales? J'ai un énorme défaut si je suis avant tout économiste d'entreprise. Et donc, je m'intéresse autant à la performance qu'au bien-être au travail, les deux étant liés. Alors, effectivement, je vous ai écouté avec beaucoup d'intérêt les uns et les autres. On voit bien qu'on est dans une situation de transformation, dans une histoire de longue période qui a commencé quand même à la fin des années, au milieu des années 70, au début des années 80. On est bien dans une logique de dynamique systémique avec les dimensions que vous avez évoquées, qui sont claires, qui sont les technologies, mais pas uniquement les technologies, ce sont les outils. Et pour moi, qui travaille sur les espaces de bureau sont des outils, au même titre que les technologies, et du reste, elles font système. Puis, vous avez bien sûr, et ça a été évoqué, l'économie et le business model, sur lequel on pourra revenir, puisque le business model est extrêmement important. Et puis enfin, il y a les personnes qui sont doublement importantes, parce que ce sont elles qui sont porteuses de l'idéologie des représentations du monde, à la fois comme consommateurs, vous l'avez évoqué, à la fois comme collaborateurs, c'est-à-dire producteurs de leur richesse, mais aussi comme concepteurs des outils techniques. Et il ne faut pas oublier que les outils techniques de la génération actuelle dont tout le monde parle, du Web 3 entre autres, sont des outils qui sont porteuses d'une idéologie, qui sont des outils porteurs d'une idéologie extrêmement précise,
qui est celle que vous évoquez tous, qui est une idéologie de l'horizontalité qui vient percuter la verticalité des structures productives pyramidales. Je dis bien productives parce que c'est aussi bien les entreprises privées que les organisations publiques et tout ce que l'on voudra. Donc en fait, aujourd'hui, ce que l'on constate, c'est qu'on a un épuisement des grandes organisations pyramidales, même si on a allégé les longueurs des lignes hiérarchiques, on a un épuisement au double point de vue, du point de vue de l'efficacité productive, au sens économique du terme, et au point de vue du bien-être des personnes. Donc en fait, on est arrivé là parce que justement, les dynamiques systémiques que j'ai évoquées sur les 3 dimensions principales qui sont les outils, le modèle économique et les personnes, ceci ne fait plus un système cohérent, c'est-à-dire que le nombre de contradictions internes et d'injonctions paradoxales qui en résultent est suffisamment élevé pour créer un vrai problème dans les doubles dimensions que j'ai évoquées. En fait, qu'est-ce que disent les salariés et qu'est-ce que est la dominante aujourd'hui? La dominante, c'est les organisations productives doivent être 1, créatives, 2, elles doivent être liquides. Liquide, c'est-à-dire que tout ce qui est immobilisation dans la chaîne productive doit être refilé au plus faible du système de pouvoir dans la chaîne. C'est-à-dire chacun cherche à être le plus agile possible, c'est-à-dire en fait être capable de bouger. La conséquence de tout ça, c'est que du point de vue aussi bien des outils techniques, donc aussi bien l'informatique que les bureaux, vous avez un double mouvement qui se fait, et c'est pour ça que vous voyez apparaître les open space d'un côté, maintenant les lieux de coworking, qui sont en fait des lieux qui sont destinés à favoriser le travail coopératif, et donc dans les SGI projets et ainsi de suite. Mais vous voyez apparaître aussi un autre mouvement qui est au moins assez important, la liquidité, c'est-à-dire la mobilité des uns et des autres. Les salariés aujourd'hui, ou tous les collaborateurs, travaillent partout et tout le temps, ou sont susceptibles de travailler partout et tout le temps. L'enquête d'Actineo de 2015 montre que les salariés dans un immeuble de bureau ne travaillent pas uniquement en open space, ce qu'on a appelé les open space intelligents, sont articulés aussi avec des bulles de confidentialité, des salles de réunion de proximité, les cafétérias, les coins cafés, tout ça deviennent des lieux légitimes de travail. Mais aussi quand vous les interrogez, ils vous disent « mais moi je travaille chez les clients, je travaille chez moi, je travaille dans les trains, dans les avions, dans les restaurants, dans les restos, dans les hôtels, dans des espaces de coworking et ainsi de suite ». Et donc un élément extrêmement important quand on interroge les salariés sur les aspects de qu'est-ce qui est important pour vous, ils nous disent majoritairement c'est le sens du travail. Et ceci est robuste en comparaison internationale. Ils nous disent ensuite ce qui est important pour nous, c'est justement la qualité de vie au travail. Et quand on les interroge sur la qualité de vie au travail, ils nous disent qu'il y a 2 éléments qui sont essentiels. L'une, c'est la relation avec les collègues. Et l'autre, c'est les espaces de travail qu'on nous offre. Et, donc, et les outils, bien entendu, que j'évoquais. Et donc, on voit bien cette logique systémique. Vous avez une déstabilisation de l'organisation collective longue. Vous avez évoqué la génération Y ou du millénium. En fait, aujourd'hui, c'est la revanche des 68 heures. Parce que ce que les 68 heures revendiquaient comme une utopie, les jeunes générations, transmises par les parents et les enfants et ainsi de suite, disent « nous, nous le voulons ». Et dans le rapport de force qui existe au sein de nos sociétés, avec en plus tout ce qui est le postmodernisme des générations d'avant, vous, les uns et les autres, je suis à peu près sûr que si on vous interrogeait, vous serez en partie dans une logique de postmodernisme, vous avez une déstabilisation des référents de la construction de notre société. Et donc, ce qui fait que c'est la combinaison de cette déstabilisation, les références, c'est-à-dire les points de repère sur lesquels les uns et les autres s'appuient. Vous avez évoqué les mariages, vous avez évoqué les familles monoparentales, les familles recomposées, ainsi de suite. Tous les référents de base de construction de la société sont amenés à être revus. Tous les référents de base, du coup, de la construction de la légitimité salariale, de la légitimité hiérarchique, sont en train aussi d'être remis en cause.
Et donc, les modèles économiques et les outils techniques sont des outils qui sont permissifs justement de cette déstabilisation. Et si on revient à un moment donné à ce qu'est le titre de cette table ronde, l'économie collaborative et sa relation avec les entreprises traditionnelles, l'économie collaborative, c'est à la limite une solution de rechange de la déstabilisation de l'entreprise traditionnelle par les libertariens, c'est-à-dire par ceux qui disent que l'organisation n'a plus aucun intérêt, que le salariat n'a plus aucun intérêt parce que c'est une régulation obsolète et qu'il faut créer le post-salariat et la post-organisation par le développement du marché pour tout. Alors que votre économie collaborative, c'est l'autre bout. C'est le bout qui est, on va fabriquer des biens communs, des communaux, on va sortir aussi du salariat, mais dans un salariat qui est dans une situation où on réinvente le travail au-delà de l'emploi. Et donc, on pourra en discuter, si vous voulez, dans la suite. Mais c'est intéressant, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on a, c'est finalement ce que vous disiez, vous êtes quelques entreprises qui arrivent à faire quelque chose en commun. Et puis, à côté, on est atomisé et on ne sait plus, on n'a plus de référent, on ne sait plus quelles règles prendre. Et on a aussi une société des communs, du pair à pair, des collaboratifs, ceux qui sont dans cette nouvelle économie-là, qui est très précaire. Parce que les contributeurs de l'open source, etc., les contributeurs d'Uber n'ont pas la sécurité. Ils commencent à avoir finalement une forme ils deviennent dépendants de ces structures, mais ils n'en ont pas la sécurité en retour, ce qu'amenait le salariat. Alors justement, j'arrive du coup vers vous, Monsieur Geox Collet, parce que vous êtes directeur général de Mutuelle. Une mutuelle, c'est-à-dire, ça vient du mouvement coopérativiste quand même, de l'économie sociale, finalement de ce mouvement qui s'est posé ces questions-là à une précédente révolution du travail au XIXe siècle. Et vous me disiez, pour vous, le collaboratif, c'est l'ADN de l'entreprise mutualiste. Et c'est vrai que vous avez un siècle de référence quand même. Vous êtes moins perdu dans la façon de faire collaboration, probablement, en tout cas dans les structures, que pour ces communs. Qu'est-ce que vous voudriez nous dire là-dessus? Qu'est-ce que je peux vous dire de puissant, de plus que ce qui a déjà été dit? Je vais revenir sur la question que vous posez. Pour autant, si j'essaye de répondre à la question qui nous est proposée cet après-midi, l'économie collaborative, ennemie ou alliée de l'entreprise traditionnelle, qu'elle soit mutualiste, coopérative, SA ou de service public, peu importe, moi je réponds très clairement, on a franchement intérêt à en faire un allié. Voilà, déjà. Mais ça veut dire que ce n'est pas naturellement un allié. Et que ça nécessite effectivement des phases de transformation qui sont plus ou moins faciles ou plus ou moins complexes à réaliser. Comme le disait Madame, moi je trouve que finalement on vit une époque formidable. Parce que dans nos entreprises, on nous demande d'inventer le métier de demain, ou les métiers de demain, et que le simple fait déjà de s'en rendre compte, c'est déjà en soi, je trouve, absolument très, enfin, en tout cas c'est très très motivant. Moi je crois que l'économie collaborative, elle nous oblige à, alors je vais parler au moins pour la mutuelle que je dirige, pour l'entreprise que je dirige, elle nous oblige à changer le cœur de métier. Voilà. Le cœur de métier d'une mutuelle, je vais faire très simple, c'est d'encaisser des cotisations et de verser des prestations. Voilà. Alors je ne dis pas qu'il faut abandonner ces activités-là, mais le cœur de métier de demain, c'est plus du tout avec le développement du collaboratif, c'est plus du tout ça. Je pense qu'on a deux futurs nouveaux métiers. Et on n'a pas trop de temps pour ça en plus. Deux futurs nouveaux métiers à inventer. Je pense que le cœur de métier de demain, principalement pour nous, ça sera ce que je vais appeler de manière un peu simpliste la relation clientèle et tout ce qui va avec. Donc plutôt une notion servicielle qu'une notion pure produit d'assurance, en quelque sorte.
Et puis, ça a été parfaitement développé tout à l'heure, je pense qu'il y a un deuxième métier que, en tous les cas, moi, je n'avais pas identifié il y a encore une dizaine d'années, c'est qu'il faut qu'on apporte des services à nos clients, mais aussi à nos salariés. Et ça, c'est une dimension beaucoup plus nouvelle, en tous les cas, en ce qui nous concerne. Après, je ne suis pas inquiet sur notre capacité à s'adapter. Nos entreprises, ou alors... Pas très gentil, vous avez dit qu'on était vieux, on avait un siècle. Mais bon, mais d'un autre côté, c'est aussi la démonstration qu'elles ont su s'adapter et qu'elles ont su évoluer. On a vécu, si je ne remonte pas forcément à une centaine d'années en arrière, mais l'introduction de nouvelles technologies, on la vit tous les jours. On a vécu, moi je me souviens, c'est pas si vieux que ça, il y a une quinzaine d'années, la question c'était, est-ce qu'on met une ligne directe téléphonique à tout le monde ? Vous avez connu ça aussi ? Voilà. Vaste sujet. Aujourd'hui, on ne se pose plus la question, enfin, me semble-t-il. Après, ça a été, est-ce qu'il faut mettre une adresse mail à tout le monde ? Ça, c'est déjà plus récent. Bon, etc., etc. Aujourd'hui, c'est est-ce qu'il faut mettre un smartphone à tout le monde ou pas ? Enfin, peu importe. Donc, on vit en permanence des évolutions, et moi, je ne suis pas inquiet. En tous les cas, je sais qu'on saura s'adapter. Pour autant, l'analyse que je fais de ces évolutions... il y a 3 choses qui changent fondamentalement et qui impactent directement nos entreprises. D'abord, le collaboratif raccourcit la distance entre le client et l'entreprise. Comme vous l'avez dit, je ne sais plus qui l'a évoqué tout à l'heure, 24 heures, enfin c'est 24, 7, quoi, en gros. Bon, ça c'est quand même surtout pour des sociétés comme les nôtres assez nouveau. C'était surtout avant, c'était, ça inclut 8h midi, 14h, 16h30. Pas forcément 18h. Alors maintenant, il faut aller beaucoup plus loin, vous imaginez un peu. Donc, 1, ça raccourcit la distance. 2, ça raccourcit le temps. Que ça soit à l'interne, quand on l'a dit tout à l'heure, quand on envoie un mail, c'est tout juste si on ne se fait pas, pardonnez-moi l'expression, engueuler, si on n'a pas répondu dans les 5 minutes. Excuse-moi, j'avais juste un boulot à faire en attendant. Et puis, ça, avec le client également, ça raccourcit considérablement. Et puis, vous l'avez évoqué, ça raccourcit, ça écrase les lignes hiérarchiques de l'entreprise. C'est ce que vous avez évoqué. Et ça c'est pas forcément facile non plus pour une entreprise comme la mienne qui compte 2000 salariés et encore 6 ou 7000 si je compte tout le groupe. C'est pas forcément quelque chose qui est naturel. Donc ça nécessite des démarches d'accompagnement qui sont extrêmement importantes. Vous avez évoqué la notion de sens. Je pense qu'effectivement, en tous les cas, moi je m'y emploie énormément au sein de la mutuelle. Je pense que ce qui est important, si on veut avoir des collaborateurs qui se sentent bien dans leur job au quotidien, c'est qu'ils sachent pourquoi ils viennent le matin, si possible contents et heureux. C'est aussi important qu'ils repartent le soir contents et heureux. Mais donc ça veut dire qu'il faut repasser du temps, et je pense qu'on l'a, nous en tous les cas, je parle au moins pour ma mutuelle, on l'a peut-être un petit peu oublié. Je pense qu'il faut réexpliquer, revenir en permanence sur c'est quoi le sens, c'est quoi l'objet social en fait de la mutuelle, et ça c'est un travail qui doit être irrigué à tous les niveaux de l'entreprise, et ça demande beaucoup d'énergie d'une part, et beaucoup d'efforts. Ensuite, alors c'est vrai, bon, c'était votre question de départ. Le collaboratif, c'est a priori dans les gènes mutualistes au départ, quoi. Enfin, les mutuelles, il y a une centaine d'années, c'était quoi ? C'était des gens qui se mettaient ensemble pour faire plus facilement à plusieurs ce que seuls ils ne pouvaient pas faire. L'idée, elle est toujours là, elle est toujours moderne. Il nous appartient de le rénover et de répondre à des besoins sociaux qui ne sont pas forcément ceux d'il y a effectivement ceux de 50 ans. Il y a une chose dont je pense qu'il y a une phrase qui est mortifère, que j'essaye, je leur dis parce qu'il y a quelques collègues à moi dans la salle, donc renotez-le bien, il y a une phrase qu'il faut absolument essayer de bannir dans le fonctionnement de l'entreprise. Cette phrase, c'est : ouvrez les guillemets, on a toujours fait comme ça. Fermez les guillemets. Voilà. Celui qui dit ça dans la mutuelle, je pense que je vais lui faire, mais en fait c'est ça, enfin, c'est plutôt le concept que je veux développer, mais ça veut dire qu'il faut changer, et ça impose 4 choses. 1, ça veut dire que il ne faut pas avoir de certitude. Voilà. Ça veut dire qu'il faut être animé de doutes aussi. Les vérités d'aujourd'hui ne sont pas forcément celles de demain. Ça veut dire que néanmoins, il faut véhiculer beaucoup d'enthousiasme dans la capacité à changer les habitudes, à changer l'organisation du travail. Et puis, je pense qu'il y a quelque chose d'absolument essentiel, c'est que si on ne base pas la transformation de nos sociétés, que ce soit sous l'effet du collaboratif ou d'autres choses, si on ne les base pas sur le concept simple de confiance,
on y arrivera, en tous les cas, difficilement. Moi, il y a une notion que qu'on essaye de véhiculer et de définir ensemble au sein de la mutuelle, c'est le concept, alors je ne sais pas si c'est un concept, on essaye de développer le concept dit de la bienformance. C'est-à-dire c'est la contraction entre la bienveillance, managériale notamment, et puis la performance, parce que néanmoins il faut quand même que les boîtes tournent un peu. Et ça, donc c'est un travail qu'on a engagé au sein des OVMCD mutuelles avec l'ensemble des collaborateurs sous différentes formes pour essayer justement de factualiser un petit peu le concept. En tous les cas, ce dont je suis sûr, moi, c'est que le premier investissement à faire en ce moment dans une boîte quand on est confronté au collaboratif, la première chose à aller acheter, c'est un paperboard vierge. Parce que je pense qu'il faut quasi repartir des pages blanches, enfin d'une page blanche, parce que reconstruire sur des sociétés comme les nôtres, qui, comme vous l'avez rappelé, ont plusieurs décennies derrière elles, et repartir du système actuel, c'est quand même compliqué. Merci. Philippe Milly, vous êtes directeur création et innovation à La Poste. Justement, qu'est-ce que vous en pensez, cette fulgurance on rappelait, est-ce qu'on va mettre un téléphone à chaque personne, et puis ensuite, est-ce qu'on va mettre une adresse mail à chaque personne? Cette fulgurance de l'ère de la communication et comment elle peut se faire de façon entre un immense organisme qui était en tout cas très pyramidalisé comme La Poste, quasi militaire, et puis cette fulgurance de l'information et de l'âge numérique, où là aussi La Poste est très pionnière et très innovante. Alors, quoi qu'il en soit, ce qui est absolument certain, c'est que c'est absolument pas un problème d'outils ou de formalisme ou de mise en place de choses très très technologiques. En fait, si on doit résumer un petit peu ce que ça peut être l'entreprise et l'économie collaborative pour un groupe comme La Poste, il y a à peu près deux façons de réagir par rapport à ça. Une première façon, c'est de se dire on résiste, on fait en sorte d'essayer de ralentir un peu tout ce qui pourrait arriver. Toute cette disruption, on essaie d'y faire face en résistant. Ou une deuxième façon de répondre à cette problématique-là, c'est de se dire si on épousait plutôt la forme de la vague, puisque la première option, on sait tous que c'est un fait. Aujourd'hui, les sociétés se font tous disrupter et en l'occurrence, c'est un vrai fait. Donc, à un moment donné, on va tous se faire rattraper par la réalité. Donc, la deuxième solution, c'est comment on fait finalement pour surfer sur la vague et finalement tirer de cette économie collaborative finalement quelque chose de positif. Donc, je ne sais pas vous, mais moi je trouve qu'effectivement, comme on le dit, on vit quand même une époque effectivement formidable, pleine de nouvelles opportunités. X fois, même dans une journée, je me dis, mais pourquoi on ne l'a pas fait déjà avant? C'est pas possible qu'on n'y ait pas pensé avant de faire ça, parce que tout est tellement simple. Donc cette économie collaborative, finalement, nous donne un nouveau regard sur les choses, nous permet de voir comment on peut faire de façon différente les choses, comment on peut proposer de façon différente des services. Comment on peut finalement mettre une nouvelle paire de lunettes et finalement tout remettre en question. Donc voilà, La Poste, alors c'est assez drôle parce que c'est pas finalement l'économie collaborative qui vient disrupter La Poste, c'est le digital en tant que tel, puisqu'aujourd'hui on n'envoie plus beaucoup de courriers papier et on envoie effectivement beaucoup d'emails et tout se digitalise. Donc c'est même pas cette économie collaborative, c'est le digital en tant que tel. Et d'un autre côté, cette économie collaborative nous donne un véritable miroir et nous ouvre de véritables portes sur des nouveaux services. Alors pour la Poste, c'est plutôt pas une mauvaise nouvelle puisque tous ces nouveaux usages, en l'occurrence, ils sont souvent autour de la notion de service et de rendre service finalement aux gens. Ce qui est vraiment l'ADN de La Poste, la profonde ADN de La Poste. Puisque nous, la feuille de route que l'on a, c'est de simplifier la vie des gens au quotidien. Donc autour de ça s'ouvrent effectivement beaucoup d'opportunités sur lesquelles tous les groupes, je pense, doivent savoir surfer, doivent savoir également être agiles et doivent savoir prendre un peu la vague en route. Effectivement, ici on est à la Biennale du design et puis on pense que le design c'est vraiment une des clés
pour répondre à cette disruption et à cette économie collaborative. Si on regarde un petit peu l'écosystème de cette économie collaborative et puis cet écosystème naturel qui est en train de prendre, on se rend compte que tous les grands disrupteurs, qu'est-ce qu'ils proposent? Eh bien, ils proposent la meilleure expérience utilisateur possible. Avant le taxi, ça existe depuis longtemps. Le taxi qui lance une appli, moi je le connais depuis longtemps, des gens qui ont lancé des applis pour faire le taxi. On pouvait réserver un taxi. À un moment donné, il y a d'autres sociétés qui ont vraiment fait du design, qui ont vraiment pris les différentes frictions que l'on peut attendre autour de ça et ont finalement mis en place la meilleure expérience utilisateur possible. Et à ce moment-là, on se rend compte que les business décollent et il se passe des choses. Donc le design est assez fondamentalement clé et est vraiment placé au cœur des préoccupations de comment on fait en sorte de sortir les meilleurs services, les services qui rendent vraiment service aux gens, et également les services. Ensuite, il va falloir créer la meilleure expérience utilisateur possible pour que ce soit ce service-là qui soit utilisé et qui soit adopté. Donc pour faire justement face à ça également, bien sûr le design c'est bien simple de dire ça, mais il faut aussi qu'en interne, un groupe comme La Poste s'organise pour mettre en place ce système-là. Donc il s'agit de s'organiser également en mode agile, il s'agit de s'organiser également en mode hyper collaboratif, avoir plus que collaboratif, puisque les disrupteurs aujourd'hui vont très 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 vite sur le marché. Là, une des clés également, c'est la vitesse, la rapidité, la possibilité de pivoter aussi en mode agile et d'affiner les différents business models. Donc l'organisation interne même doit s'organiser comme ça. Donc là j'interviens simplement finalement en témoin, puisque moi je ne dirige pas du tout les RH du groupe, je ne suis pas du tout là-dedans, je suis directeur de la création et de l'innovation. Par contre, je dirige une petite entité qui s'appelle Yellow Innovation et qui est également là pour trouver les nouveaux services de demain pour le client final, qui est également là pour les sortir et les produire. Et nous également, c'est également organisé de façon collaborative. On n'est pas du tout, on n'est pas dans les locaux physiques de La Poste, on n'est pas au siège, on est dans un espace de coworking, effectivement. Et on s'est un peu dit comment on fait aussi pour être un espace de coworking dans un espace de coworking. C'est-à-dire que notre façon de fonctionner, on l'a voulu la plus collaborative possible. Et pour ça, même dans notre espace, dans notre plateau, on a à peu près 50 postes de travail. Le matin, quand vous arrivez, vous n'avez pas de place précise, personne n'a de place précise. Donc on arrive avec un ordinateur portable, on s'assoit à un endroit, et les camarades avec qui vous allez travailler autour de cette journée ou dans les semaines qui suivent vont s'asseoir assez naturellement autour de vous. Donc on parlait des mails tout à l'heure, on ne s'envoie jamais de mails, ça ne sert pas à grand chose, nous on tourne juste notre ordinateur et puis on dit tiens, est-ce que ça te va pas, oui, non, bam, et on avance. Et on est vraiment obligé de travailler comme ça parce que notre promesse c'est de sortir des nouveaux services, ou en tout cas sortir des premiers prototypes dans lesquels qu'on va pouvoir mettre entre les mains des utilisateurs finaux pour des tests, pour voir si ça fonctionne. Notre promesse c'est de les sortir en 4 mois. Donc on a lancé cette entité-là en septembre chez nous et en décembre, on est arrivé avec 2 prototypes au CES de Las Vegas qu'on a développés en interne en 4 mois avec des startups qui viennent sur le plateau avec nous et qui travaillent avec nous assis à côté de nous, avec des spécialistes qui travaillent avec nous assis à côté de nous et qui forment des micro-équipes projets en mode agile qui ne s'envoient pas de mail. Voilà, en gros. Donc voilà, donc toute l'économie collaborative va faire en sorte que on a aussi besoin de plus de collaboration au sein même d'une entité. Il faut savoir redévelopper et retravailler autour de la notion d'équipe qui est fondamentale. Et on a pas mal parlé d'hiérarchie. Et puis ce qu'on pense, c'est que à un moment donné, dans notre organisation, il y a absolument, alors là pour le coup, zéro hiérarchie. La hiérarchie, à un moment donné, une personne prend le lead, une après l'autre, et la personne prend le lead uniquement par son savoir-faire à un instant T. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui va savoir faire un truc que les autres ne savent pas faire, et c'est à ce moment-là que c'est cette personne-là qui prend le lead. Et elle n'est pas très lead longtemps parce que les problématiques sont tellement vastes que 2 jours plus tard, c'est une autre personne qui va prendre le relais, 2 autres personnes qui vont prendre le relais, etc., etc. Donc il faut vraiment rentrer dans une véritable démarche de collaboration pour que cela puisse fonctionner comme ça et qu'une véritable agilité puisse se mettre en place. Donc voilà, je pense qu'on m'a demandé de faire vite, donc j'espère que j'ai fait assez vite. Merci. Merci beaucoup. On n'a plus que 10 minutes en fait, et donc je pense que vous avez
On a eu tellement d'expériences différentes que vous devez avoir beaucoup de questions. Et voilà, donc c'est à vous. C'est à vous. Après l'exercice physique, maintenant, il faut participer aux conférences. Donc, qui veut se lancer? Profiter de partager son expérience. Je suis un ancien de l'industrie, j'ai déjà quelques années donc, de recul. J'ai quand même vécu, me semble-t-il, en vous écoutant, cette activité collaborative dans l'industrie traditionnelle, les grands groupes comme Creusot-Loire, par l'organisation d'équipes autonomes dédiées qui étaient chargées de maîtriser leurs tâches et qui s'organisaient. Et bon, on n'en est pas, on est loin du coworking et des choses comme ça. Je voudrais revenir sur... alors, pas l'activité collaborative, mais l'introduction du numérique dans le quotidien sur la qualité du travail. Là, j'ai encore des questions. Et sans aucun esprit polémique, vous parliez de la Poste. Je constate effectivement que le facteur aujourd'hui a des outils qui lui permettent d'avoir un contact très agréable avec le client, d'être efficace. Mais en contrepartie, il perd dans son autonomie par rapport au service qu'il pourrait rendre. C'est la lecture que j'ai, mais elle n'est peut-être pas juste. Hein. Il a un temps de travail qui est excessivement limité et de ce fait-là est contrôlé par les outils. Et de fait-là, je ne sais pas si le bilan qualité du travail est bonne. On pourrait étendre cet exemple à d'autres. Hein. Ce n'est pas à la Poste que je vise. Hein. Il est un peu emblématique. Voilà. Merci. Monsieur Hériban, vous vouliez dire quelque chose? Oui, j'ai travaillé sur les équipes semi-autonomes et non pas autonomes, ce qui change pas mal de choses. Au moment où on a commencé à casser les structures standards taylorisées, ce qui est intéressant et qui peut faire le lien avec ce qui a été dit, c'est que dans les équipes semi-autonomes, un des problèmes de la maîtrise de premier niveau, ça a été de faire en sorte que le groupe fonctionne de manière moins violente que ce qui était l'organisation du travail sous le contrôle de la maîtrise. Ce qui a changé pas mal de choses et qui revient à l'aspect que j'ai évoqué sur le bien-être et l'efficacité au travail. Plus vous êtes en relation d'équipe étroite dans des open space à densité relativement forte, plus la relation entre les collègues devient l'élément essentiel de l'efficacité et du bien-être au travail. Et par rapport à ce que vous disiez, un des problèmes, et j'évoquais le fait qu'il y avait des contradictions aujourd'hui dans le modèle d'organisation, la contradiction, elle vient que d'un côté, on a dit aux collaborateurs, y compris aux collaborateurs de base, vous devenez compétents, on est rentré dans la logique de la compétence avec la détaylorisation, et en même temps, on a développé des outils informatiques de contrôle qui sont exactement l'inverse que la possibilité d'être autonome. Et donc, du coup, vous avez ce qu'on appelle les injonctions paradoxales, qui sont une des sources les plus importantes du mal-être au travail, qui est qu'on vous demande de faire des choses qui supposent de l'autonomie, et en même temps, on vous met des systèmes de contrôle qui limitent l'autonomie. Et comme vous l'avez dit, on est aujourd'hui partout, y compris dans l'industrie, dans une relation de service, où ce qui fait l'importance, c'est la qualité du service rendu, à tout point de vue, y compris le temps, le respect des délais et ainsi de suite. Vous êtes avec des situations qui sont complètement pathogènes. Alors là, je reviens, ce n'est pas pour désespérer le pôle emploi, mais ce n'est pas tout de dire on va faire de l'entreprise libérée. Encore faut-il être capable de faire de l'innovation organisationnelle. Or, vous savez que pour les sociologues, l'innovation, c'est la subversion d'un ordre. Et donc, l'enjeu que l'on a aujourd'hui dans les grandes organisations, y compris toute la fonction publique, c'est la subversion de l'ordre des grandes organisations. Je peux vous assurer que ça ne se fera pas dans les 5 ans qui viennent. Je voudrais réagir parce que j'ai un parcours un peu atypique. J'ai commencé en fonction publique et je suis dans le privé. Donc j'ai eu l'occasion de voir les deux fonctionnements. Effectivement, ce que je n'ai pas abordé tout à l'heure, c'est qu'on est confronté à cette transformation aussi de ce qu'on appelle le pouvoir, que ce soit dans la fonction publique ou dans une entreprise.
Vous êtes un dirigeant, voilà, vous avez une étiquette de dirigeant, donc à partir de là, vous avez un certain nombre de prérogatives, de droits. Sauf que le développement de l'économie collaborative, la vitesse avec laquelle s'installent les nouvelles organisations de travail, font que ça déstabilise aussi. Je crois que ça, il faut en prendre conscience. Ça déstabilise les entreprises, y compris jusqu'au niveau des comités de direction. Aujourd'hui, il y a des dirigeants dans ce pays qui ont quand même des difficultés à lâcher ce qu'on peut appeler une ère de pouvoir pour récupérer une performance. L'équilibre n'est pas toujours simple à... Voilà. Après, on pourrait aussi débattre pendant des heures parce que cette évolution, elle embarque d'autres choses. Elle embarque le code du travail, elle embarque qu'est-ce que c'est un contrat de travail, qu'est-ce que c'est le salarié, que devient le lien de subordination dans une économie collaborative. Enfin bon, voilà, on ouvre un certain nombre de questions. Alors, Monsieur Diriban, vous avez pointé ce qui me semblait être ce qu'il y avait en dessous de tout ce qui était dit depuis tout à l'heure. Des questions d'organisation du travail, des questions d'organisation du travail, des questions d'organisation du modèle, des questions d'organisation du modèle. J'ai l'impression d'entendre ça depuis tout à l'heure, mais finalement, qu'est-ce qui peut, selon vous, favoriser l'innovation dans les modèles d'organisation? Parce que ce que j'entends, ce n'est pas des questions d'outils, c'est des questions de changement de modèle d'organisation humain. Qu'est-ce qui, pour vous, praticiens ou théoriciens, peut favoriser ça? Parce que j'ai l'impression que c'est ce sur quoi on bute aujourd'hui, qu'on soit petite ou grandes organisations, entreprises ou institutions privées. Je ne sais pas qui peut répondre, mais je trouvais que votre expérience a été aussi intéressante dans cette différente échelle où on a quelque chose de très, très mobile et très rigide. Je vous réponds par un mot, le patron. Aujourd'hui, le vrai problème de transformation, c'est quelle est la représentation que le patron d'une entreprise a, que ce soit une petite ou une grande, ou d'un service public, de ce que vous voudrez, de tout ce dont on a parlé. Et moi, je vais vous répondre par un autre mot. Je pense que c'est le design de ce qu'on fait. C'est-à-dire que tout à l'heure, vous évoquiez le fait des open space et que les gens ne se sont jamais envoyés plus de mails que depuis qu'on est dans un open space. Il faut regarder comment sont faits les open space aujourd'hui. C'est-à-dire que quand on passe à côté, bien souvent, il y a des petites cloisons. On a un open space, mais c'est quand même cloisonné. Les gens qui sont assis ensemble, ils ne travaillent pas ensemble parce que la personne, elle est assise, ne serait-ce que, je sais pas moi, ne serait-ce que 2 mètres derrière, mais 2 mètres derrière, c'est déjà trop pour travailler ensemble. Ne serait-ce que les règles dans un open space, à un moment donné, faut accepter qu'il y a un peu de bruit. Et effectivement, c'est un changement, mais en tout cas, il faut designer aussi des espaces où le bruit ne dérange pas et on peut travailler en collaboration. Donc, c'est de réunir toutes les conditions pour que la collaboration puisse se faire, que ce soit dans l'organisation physique et dans les règles de collaboration. Et à partir du moment où on arrive à créer ça, on arrive à créer des émulsions finalement collaboratives au sein d'une organisation. Voilà. Il ne suffit pas de se dire on va mettre des grandes tables avec. C'est pas suffisant. Si les règles qui vont avec ne suivent pas, si on ne fait pas un travail sur le design de l'expérience jusqu'au bout, il suffit qu'on loupe un maillon de la chaîne et plus rien ne fonctionne. Voilà. Il y a un autre élément de la personnalité du patron, du dirigeant. Il faut qu'il soit aussi capable de dire qu'on peut se tromper. Je crois que ça serait une erreur de rentrer dans ces évolutions en se disant qu'il n'y aura pas d'échec. Il y aura des échecs. Je crois que ça, il faut le reconnaître. La difficulté, c'est de faire coexister ça avec une économie pure, c'est-à-dire la survie d'une entreprise, le bilan comptable de fin d'année, un certain nombre de choses effectivement qui pèsent sur les épaules du dirigeant, mais toute innovation va aussi avec un droit à l'erreur. Voilà. Et je dirais même, si je poussais le raisonnement jusqu'au bout, il y a un devoir d'erreur. Voilà. Il y a des choses qu'on installe parfois parce qu'on a insisté, on a investi, on a payé et on sait intuitivement que ce ne sont pas les bonnes.
Nous avons encore 2 questions. Pardon ? C'est bon. Voilà, excusez-moi, on parlait en même temps, je ne vous avais pas vu. Moi je voulais rebondir un petit peu sur cette question de pouvoir et de patron finalement. Parce qu'il me semble que là, l'évolution de la discussion est intéressante parce qu'elle ne se limite pas à l'aspect technique, à un aspect technique même des relations humaines ou de l'organisation. Mais je dis ça parce que je pense à l'évolution passée. Bon, il y a eu un système, c'est le Fordisme, et le Fordisme a débouché dans la douleur quand même sur le welfare, sur la société qui prenait en charge la protection des employés, et ce n'était pas quelque chose qui était évident au moment du Fordisme. Bon, je pense qu'on est dans cette situation actuellement où il y a une évolution technique qui fait qu'on va être obligé de faire une mutation, mais une mutation qui nécessite, je dirais, des luttes, des évolutions au niveau des travailleurs comme au niveau des gens qui sont chargés finalement de piloter les organisations, que ce soit des organisations publiques ou des entreprises. Et donc je pense qu'il ne faut pas oublier cet aspect qui va se traduire par des rapports de force, c'est certain. Merci. Je vais prendre les 2 questions en même temps. Madame ? Oui, c'est un peu dans la continuité. Là, j'aurais voulu savoir ce que vous pensez du rôle des syndicats dans cette évolution. Alors, je vais peut-être en parler un petit peu. Il y a deux choses différentes. Moi, simplement, je voudrais juste vous vous proposer une métaphore qu'une personne m'a dite. Dans une entreprise qui n'allait pas forcément bien, où vous vous retrouvez avec le personnel qui se pose beaucoup de questions sur ce qui va arriver, un chef d'entreprise qui, à un moment donné, change d'avis et me dit « Je suis passé du requin qui gère tout ce qui se passe au banc de poissons ». Et cette métaphore du banc de poissons, en fait, est liée au fait que dès l'instant où il y en a un qui a une bonne idée, vous voyez le banc de thon, comment il s'organise, dès qu'il y en a un qui part dans un sens, tout le monde le suit sans se poser de questions. Et là, le patron, finalement, n'est plus celui qui a le niveau hiérarchique le plus élevé. Le patron devient celui qui a eu l'idée, qui est le porteur de projet. Les autres deviennent les suiveurs, ceux qui vont apporter des éléments complémentaires. Et j'ai trouvé cette métaphore plutôt intéressante, puisque finalement, pour moi, c'est celle qui traduit le mieux l'économie collaborative, c'est que le patron, c'est celui qui a les idées, et non plus forcément celui qui a l'autorité hiérarchique pure et simple. Oui, merci pour ces questions, parce que pour le coup, elles sont au cœur effectivement du sujet. Je rappelle la définition que les partenaires sociaux eux-mêmes ont donnée de la qualité de vie au travail, c'est les conditions dans lesquelles les salariés exercent leur travail et leur capacité à s'exprimer et à agir sur le contenu de celui-ci déterminent leur perception de la qualité de vie au travail. Ça veut dire qu'effectivement, il faut réaccéder effectivement à la prise de parole des personnes, de leur vécu au travail, parce qu'on a dit tout à l'heure, si on est d'accord avec l'idée qu'il y a des tensions entre, encore une fois, les exigences du client, de la production, des salariés, il faut bien un lieu où on va réguler ces tensions. Et je vous rappelle quand même qu'on est sorti de la crise des risques psychosociaux par la mise en place spontanée de ce qu'on appelait les espaces de discussion qui ont été repris dans l'accord interprofessionnel par les partenaires sociaux, l'accord de 2013, disant qu'il faut recréer les conditions du dialogue, mais du dialogue, alors moi j'aime bien parler de dialogue social, aussi de dialogue professionnel, c'est-à-dire de reconstituer, vous parliez tout à l'heure de confrontation, c'est-à-dire il va y avoir effectivement il y a des tensions, et donc il faut qu'il y ait des lieux où on va débattre de ces tensions, où on va travailler sur les représentations de chacun, qu'est-ce qui fait qu'on est obligé de changer, vous disiez tout à l'heure, il faut changer, mais c'est vrai qu'on ne change pas pour changer, on s'adapte à des changements qui s'imposent à nous, encore une fois, et donc il faut qu'on trouve ces nouveaux compromis. Donc les espaces de discussion, par contre, qui ne sont pas des espaces, qui ne sont pas des salons dans lesquels on discute, etc., mais qui sont dans des lieux dans lesquels les organisations syndicales réaccèdent à la compréhension de l'activité réelle, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait que les gens ont du mal aujourd'hui à faire ce qu'on leur demande de faire, quand on leur dit voilà, il faut être réactif, il faut être... Eh bien, il faut créer des lieux, et ce sont effectivement, on le constate, des lieux collaboratifs. On n'a pas tellement le temps, parce que le temps est très... Mais je pense qu'on a tous des expériences, on l'a fait récemment aussi à l'ANACT, avec 9 entreprises qui nous ont soumis des problèmes très compliqués, ce qu'on appelle de zones grises, et on a mis autour de la table des inspecteurs du travail, des universitaires, des sociologues, des responsables syndicaux, des RH, des avocats, pour y faire de l'innovation organisationnelle et donc proposer des choses qui ne sont pas prévues par le Code du travail, mais qui ne sont pas interdites pour autant, et qui permettent de s'adapter à ces nouveaux enjeux. Voilà, donc c'est un exercice, mais je pense qu'on a tous aujourd'hui des expériences de ce type-là. Il faut recréer les conditions du dialogue en ayant juste à l'esprit, vous avez dit tout à l'heure, je ne sais plus qui a dit, ça va mettre plus que 5 ans. Effectivement, le problème, c'est qu'on a quand même beaucoup de managers,
qui ne sont pas préparés du tout à ça, dans leurs écoles, dans leur formation et dans leur manière de manager. Aujourd'hui, accueillir la parole des personnes, la contradiction, et accueillir le fait qu'on va devoir peut-être s'adapter à ce qu'ils nous disent, parce que ce n'est pas ce qu'on avait prévu, mais que finalement, c'est peut-être comme ça que ça va mieux marcher, ce n'est pas donné à tout le monde. Les entreprises ne sont pas prêtes à accueillir ça, et on a un gros travail, là, pour le coup, pédagogique à faire. En tous les cas, nous, à l'ANAC, c'est notre enjeu pour les 10-15 ans à venir, on est bien d'accord. Je vous remercie. On doit rendre la salle, là, il est 17h, mais vous vouliez ajouter juste un petit quelque chose. Pour vous répondre, en fait, c'est déjà parti. La loi travail qui renverse les normes et la déstabilisation de l'ensemble du système qui va permettre le changement qu'on a évoqué. Et c'est pour ça que les syndicats, non, le seul syndicat qui est réformateur, c'est la CFDT, a été favorable à cette loi, et tous les autres sont opposés parce qu'ils savent que c'est leur mort. Donc ça y est. Et donc on va jouer ça dans les années qui viennent. C'est d'où l'importance de ce qui s'est passé autour de la loi travail. C'est la rupture historique par rapport à ce qu'a été la construction du welfare sphere en France. Et si ça vous intéresse, lisez le bouquin de Barthélemy et Gilbert Sette qui disent « Le droit du travail en France est mort ». Ce sont deux chercheurs, deux juristes de très bonne qualité qui sont en position inverse du point de vue idéologique. Donc lisez ce bouquin, c'est un tout petit bouquin, il est très bien écrit et il est tout à fait intéressant par rapport à votre question. Merci. Je vous remercie. Voilà, je rends le micro. On va déjà remercier nos participants et Isabelle.